Bonjour à tous et bienvenue dans les pions sur la table. Aujourd'hui je vais prendre quelques risques puisque je vais vous parler d'un jeu de société fort peu connu à part peut-être dans le milieu des inconditionnels et des initiés aux jeux de société, j'ai nommé le Monopoly. Le Monopoly est donc un jeu de Elizabeth Magie et Charles Darrow pour 1 à 16 joueurs à partir de 75 ans et demi et des durées de partie annoncées de 3 à 4 semaines. Installez-vous très confortablement pendant ce temps, moi je pose les pions sur la table. Alors, on l'a vu pendant le générique, le Monopoly est un jeu au matériel pléthorique, un matériel d'ailleurs qui est très réussi, qui est totalement au service du fun, mais je vais pas m'attarder dessus tout de suite, je vous laisse le découvrir au fil de la vidéo. Ce jeu est, comme je viens de le dire, donc bourré de fun, mais on va le voir, il n'est pas pour autant dénué d'intérêt stratégique. Donc au niveau de la mécanique, comment ça se passe? Eh bien vous allez le voir dès le départ, le Monopoly est un jeu original. De base, si dans la plupart des jeux modernes on vous demande de désigner en tant que premier joueur le plus jeune d'entre vous, ou celui qui a pris ses vacances en dernier, ou celui qui a la plus longue barbe, et bien ici, le premier joueur sera celui qui détient le plus gros compte en banque dans la vie réelle. Donc bien sûr, n'oubliez pas de ramener vos relevés bancaires, votre dernière fiche de paye et votre dernier avis d'imposition avant de démarrer la partie. Donc le joueur le plus riche autour de la table aura le privilège de choisir son pion en premier. On l'a dit, le Monopoly est un jeu qui se pratique jusqu'à 16 joueurs, mais là j'avais un petit peu la flemme, donc j'ai installé une configuration à 4 joueurs. Donc là, le joueur le plus riche va pouvoir choisir son pion parmi les 4 disponibles dans cette configuration. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que chaque personnage possède un pouvoir unique. Le premier joueur fera donc le choix logique de Tintin, qui en tant que journaliste ne paye aucun impôt. Le deuxième joueur choisirait par exemple le Toucan, qui une fois par tour de plateau peut survoler une case négative. Le troisième joueur pourrait choisir le pion Gimli. Gimli qui, comme chacun sait, dispose d'une collection de haches tout à fait impressionnante, et on verra que ça lui sera utile par la suite. Ça me permet de préciser que le Monopoly est d'emblée un très bon jeu, puisque dans tout bon jeu, il y a forcément un personnage nain. Enfin, le quatrième joueur, donc l'individu le plus pauvre autour de la table, eh bien lui, il n'aura pas le choix, donc il va devoir se coltiner la ninja. Ninja qui a la capacité de se déplacer sans faire de bruit autour du plateau de jeu, mais ça n'a aucun intérêt puisqu'il n'y a aucune règle en lien avec le son dans le Monopoly. Alors là, je vous sens tout excité, sans plus attendre, nous allons voir comment se passe un tour de jeu. Donc là, le premier joueur, on l'a vu, c'est Tintin, donc il va lancer un dé à 10 faces, et alors là, je vous vois venir, il va pas avancer de 44, sinon ce serait totalement débile. Non, le Monopoly est un jeu intelligent, donc il va prendre simplement la racine carrée de ce nombre, et en appliquer le résultat arrondi à l'entier inférieur. Donc la racine carrée de 40, tout le monde le sait je crois, ça fait 6,32, donc le premier joueur va avancer de 6 cases. Donc il avance son pion Tintin là de 6 cases, il atterrit rue Vaugirard, et maintenant, il va pouvoir faire une action. Donc on voit que dans cette rue, il y a un sapin. Sapin en plastique magnifiquement fini, d'ailleurs, je vous laisse l'admirer là un petit peu. Ce sapin représente sommairement une forêt de conifères, et donc l'action du premier joueur lui offre la possibilité de raser complètement cette forêt. Pour ce faire, il va vérifier si dans sa main de 2 cartes, il dispose d'un instrument pour pouvoir couper l'arbre. Donc là, c'est parfait, dans sa main, il a une hache, et ça lui permettra de découper entièrement cette saleté d'arbre. Bon, il avait aussi dans sa main un cocktail Molotov, ça aurait pu faire son office également, puisque une forêt de sapin, ça crame comme pas deux. Donc là déjà, en ayant rasé la forêt, eh bien le premier joueur aura récolté un petit peu d'argent, puisque forcément, il a rendu le terrain constructible. Ensuite, le premier joueur va regarder sous le sapin, pour voir si par hasard il n'aurait pas récolté un artefact magique. Alors là, sous le sapin, on voit apparaître une tête de loup, cela signifie que le premier joueur va se transformer en loup-garou tout simplement. Donc il va pouvoir remplacer sa figurine Tintin par cette magnifique figurine loup-garou là, totalement agressif, qui fait très peur et qui est très bien fini. Donc à partir du moment où il remplace sa figurine, il perd le pouvoir de Tintin évidemment, qui est de ne pas payer d'impôts, je le rappelle. Mais à la place, il obtiendra des capacités de combat bien plus puissantes, on verra ça tout à l'heure. Donc là maintenant passons au tour du deuxième joueur, le joueur au Toucan. Admettons qu'il fasse le même tirage de dés, la même racine carrée, etc. Et admettons qu'il tombe sur la même case que le loup-garou. Donc là, à partir du moment où vous tombez sur la même case qu'un autre joueur, eh bien vous devez engager un combat. Et c'est là que le jeu est
hyper bien fait, hein. En fonction du personnage que vous allez rencontrer, le combat va se passer de manière totalement différente. Par exemple, comme là mon toucan va devoir combattre le loup-garou, eh bien le joueur au toucan va devoir se saisir de la pioche loup-garou, et en fonction de la carte qu'il va retourner, le combat va plus ou moins bien se passer pour lui. Voilà, donc là il a pioché la carte petite fille, et donc comme chacun sait, la petite fille est une cible privilégiée du loup-garou, donc ça va mal se passer pour lui. Du coup, le premier joueur, hein, celui qui joue le loup-garou, va pouvoir piquer une carte dans la main du deuxième joueur, hein, le joueur au toucan. Il pourra également lui piquer un billet de la couleur qu'il préfère. Bon, là je suis tombé sur la petite fille, hein, mais j'aurais pu tomber sur un autre résultat. Par exemple, si j'avais eu cette carte là, le chasseur, eh bien le combat aurait tourné à l'avantage du toucan, et c'est lui qui aurait piqué une carte dans la main du loup-garou, et qui aurait piqué également un billet de la couleur qu'il préfère. Alors par contre, si j'étais tombé sur cette carte là qui représente un loup-garou, eh bien le premier loup-garou aurait mordu le toucan, hein, qui se serait transformé en loup-garou à son tour, ou bien toucan-garou, hein, c'est pas tout à fait clair dans la règle. Alors un truc super marrant, c'est que sous les sapins, c'est pas forcément des loups-garous, hein, il peut y avoir d'autres choses. Par exemple là, si j'avais retourné celui-ci, eh bien dessous il y a un feu de bois, ce qui signifie que le joueur qui aurait coupé ce sapin se serait transformé en feu follet. Et alors ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fonction des personnages, en fait, on va pas avoir le même mode de combat. Donc si par exemple le toucan avait rencontré le feu follet au lieu du loup-garou, eh bien il aurait pioché une carte dans la pioche feu follet tout simplement, qui est très différente de la pioche loup-garou. Là par exemple, je dois prononcer correctement ce mot, atra, pour pouvoir gagner le combat, sinon c'est le feu follet qui gagne. Avec les mêmes conséquences que pour le loup-garou, c'est-à-dire piquer une carte et un billet. Donc quand notre ami le toucan aura bien pris sa raclée, eh bien il va disposer à son tour d'une action. Bien sûr, il n'y a plus de forêt à détruire, donc il va pouvoir faire autre chose. Et l'action qui s'offre à lui est toute simple, il va pouvoir recruter des brigands qui détrousseront allègrement les prochains voyageurs de passage sur la case. Donc en fonction des unités qu'il veut acheter, hein, il va pouvoir dépenser plus ou moins d'argent, le personnage le moins cher étant évidemment le gobelin des bosquets, et le personnage le plus cher étant l'agent du fisc corrompu. Donc là, notre ami le toucan va faire le choix d'acquérir un gobelin et 2 fimir. Le gobelin que vous connaissez tous, hein, je pense. Les fimir que vous connaissez peut-être un peu moins, hein, qui sont des créatures cyclopéennes avec une longue queue en forme de masse et une double hache en main. Hein. D'ailleurs, le gobelin aussi a une petite hachette dans sa main. Il y a beaucoup de haches dans ce jeu. Donc là, à chaque fois qu'un nouveau voyageur arrivera sur cette case, vous aurez compris qu'en fait, il devra payer une taxe. Taxe qui sera fonction, bien sûr, de l'effectif des brigands et de leur puissance. Donc là par exemple, le gobelin permet de soutirer aux malheureux voyageurs pour le bénéfice du joueur toucan un billet de 100 $, tandis que les fimir rapportent chacun 500 $. Bref, passons désormais au troisième joueur, hein, qui est Gimli. Admettons que Gimli ait obtenu la racine carrée de 10 et donc évidemment avance de 3 cases. Eh bien nous allons constater que Gimli tombe sur une case un petit peu différente, qui ne comporte pas de sapin, mais qui par contre comporte un totem. Donc c'est dommage pour Gimli qu'il ne tombe pas sur un sapin, hein, parce que lui dès le départ il dispose de 15 cartes hache dans sa main. Cependant il est très chanceux puisqu'il dispose également de la carte A. Il s'agit tout simplement d'une carte qui lui permet de faire un sacrifice humain au totem. Sacrifice humain qui permettra de remplacer ce gentil petit totem par une magnifique figurine Cthulhu. Voilà, que je vais placer aussi sur le plateau de jeu. Donc là, cette figurine Cthulhu, contrairement aux gobelins et aux fimir que l'on a vu tout à l'heure, eh bien elle ne permettra pas de récolter de l'argent, mais plutôt d'éliminer d'autres joueurs de la partie. Donc là, admettons par exemple que le quatrième joueur avec son ninja tout pourri tombe devant la figurine Cthulhu, eh bien il perdra ici l'un de ses 2 points trip, représentés par ces petits tokens là avec un gros intestin en leur centre. Voilà, c'est charmant, c'est délicat, c'est super bien fait. Si jamais un joueur vient à tomber à 0 points de trip, eh bien il finira tout simplement dévoré par Cthulhu et éliminé de la partie. Donc voilà, c'est malin, et puis il y a une morale derrière, hein. Il y a l'argent d'un côté, mais ça fait pas forcément le bonheur, faut faire aussi attention à ses tripes. Alors, une fois que tous les participants ont effectué leur premier tour de jeu, nous allons pouvoir enclencher la menace. Et la menace est matérialisée là en bout de plateau de jeu par cette voiture de police qui va se mettre en route donc dès que le quatrième joueur aura terminé son premier tour de jeu. Donc là aussi on va lancer le dé, appliquer la racine carrée, et la voiture de police va avancer du nombre de cases approprié. Donc on a l'argent, on a les tripes, mais en plus il va falloir échapper à la police, donc il va pas falloir aller trop lentement pour pas se faire attraper, mais pas non plus trop vite parce que quoi qu'il en soit, si on se retrouve au niveau de la voiture de police, là on va en prison. La prison qui est d'ailleurs représentée par ce magnifique meuble là, hein, ce meuble de torture médiévale. C'est vraiment bien fait quand même, hein. On pense ce qu'on veut de la mécanique du Monopoly, mais franchement, les designers, chapeau. Donc une fois en prison, en fait, vous aurez le choix entre plusieurs actions. La première étant la plus simple, hein, soudoyer un gardien pour 500 000 $ et sortir immédiatement de prison. La deuxième étant de devenir chef de gang, ce qui vous permettra de récupérer une petite commission de 10% sur les bénéfices que font les différents brigands des différents joueurs autour du jeu jusqu'à la fin de la partie. Ou alors écrire un livre, ce qui vous assure une rentrée d'argent immédiate de 2 millions de $. Alors déjà là, comme ça, le jeu est très complet, et pourtant, il y a encore d'autres
d'autres originalités à explorer. Par exemple, il y a sur le plateau de jeu 4 cases gares. Alors la gare Montparnasse, la gare Saint-Lazare, la gare du Nord et la voie 9/3. Donc lorsque vous arrivez sur l'une de ces cases gare, eh bien déjà vous commencez par faire rentrer le train en gare, là, tchou, tchou. Gare de Lyon, 5 minutes d'arrêt. En raison de la grève SNCF, votre train accuse un retard de 2 jours et demi. Donc là, notre personnage va pouvoir rentrer dans le train pour y détrousser les passagers. Donc là, c'est très simple, il jette un dé à 10 faces, il multiplie par 150 le résultat obtenu, et il obtient un paquet de billets. Après, on a les cases compagnie de distribution d'électricité et compagnie de distribution des eaux. Ce sont des cases assez utiles qui vous permettent de couper l'électricité ou l'eau à vos adversaires, et donc de faire mourir leurs brigands. Alors après, on a les cases chance qui vous permettent de piocher ces cartes là au milieu du plateau. Cartes qui sont magnifiquement illustrées, comme par exemple ici l'empereur, avec son petit masque et son petit air sournois. Et donc ces cartes confèrent des pouvoirs, comme là par exemple celui qui détient l'empereur, et bien en fait on doit l'appeler maître tout au long de la partie, et si jamais on oublie, et bien on lui verse 1 500 000 $. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour du jeu, je vais pas m'attarder sur le Monopoly, je pense que là vous êtes totalement sous le charme. C'est un jeu moderne, malin et très fun. Peut-être un peu long, certes. Voilà, j'espère que cette vidéo du 1er avril vous aura plu. J'espère franchement que vous ne vous attendiez pas à avoir les vraies règles du jeu du Monopoly. N'hésitez pas à liker, partager si ça vous a plu. N'hésitez pas aussi à commenter pour me dire si vous avez reconnu des éléments de jeu que j'ai utilisés dans cette vidéo, qui proviennent évidemment d'autres jeux que le Monopoly, vous l'aurez compris. Mais voilà, ça peut être marrant de voir si vous arrivez à tous les retrouver. En attendant de nous revoir pour une prochaine vidéo, je vous dis à bientôt, et n'oubliez pas entre-temps de mettre les pions sur la table.